OK. Vas-y, Heu, Thalie. alors je démarre. Alors merci à tous d'être présents aujourd'hui et puis aussi, à l'équipe du Toit Vosgien et de sa maîtrise d'œuvre de se prêter à cet exercice de retour d'expérience, autour, d'un projet de rénovation énergétique qui a été engagé à Raon-l'Étape, sur un projet en logements sociaux. Porté par le Toit Vosgien du coup. Alors, je juste peut-être pour resituer un petit peu l'intérêt de ce retour d'expérience, donc du coup que nous co-organisons avec, FIBois Grand Est, qui est l'interprofession, de la filière forêt-bois dans le Grand Est et avec Ronan Bélier, du pôle fibre énergie vie. Je t'ai cité Thibaut, par rapport à FIBois Grand Est, je ne crois pas. Voilà, c'est de pouvoir, organiser régulièrement des retours d'expérience sur des opérations qui mettent en œuvre, du bois et éventuellement d'autres matériaux biosourcés, aussi bien, sur des projets, en logement ou en bureau, en tertiaire, en équipement public, sur du neuf, sur de la rénovation, sur de l'extension, sur de la surélévation. Hem Pas tant finalement pour parler, du projet en tant que tel, mais de la manière dont les acteurs ont pu s'organiser, pour, faire de ce projet un projet qui s'inscrit, dans dans son territoire, dans la durée, qui a une sortie opérationnelle et du coup de regarder quelles sont les compétences qu'il faut mettre autour de la table, quels ont été, les leviers, les freins, enfin les leviers qui ont pu être utilisés par les acteurs, pour aboutir, sur ces projets, les freins qui ont été rencontrés, la manière dont ils ont pu être relevés. Finalement, c'est de regarder un peu, le comment, en fait. Comment se sont passées ces opérations pour en tirer des enseignements et que ça puisse bénéficier à d'autres maîtres d'ouvrage, d'autres maîtrises d'œuvre. Et également, l'intérêt de ces retours d'expérience, c'est de montrer le savoir-faire, qui existe sur notre territoire, par rapport à la mise en œuvre, du matériau bois et des autres matériaux biosourcés. Parce que, aujourd'hui, nous portons, alors au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg, une stratégie d'utilisation du bois dans les constructions et dans la rénovation et que, on a besoin de pouvoir aussi montrer aux maîtres d'ouvrage les compétences, les savoir-faire qui existent sur nos territoires, aussi bien, en termes d'architectes que de bureaux d'études, que d'entreprises qui mettent en œuvre ces produits bois et biosourcés, et donc de se rassurer aussi sur ces points-là. Voilà. Et du coup, je vais passer la parole, à mes collègues, sur la suite de ce webinaire en vous rappelant les règles de bonne tenue, du coup, par rapport à ce webinaire. Vous pouvez poser des questions dans le chat et on essaiera d'y répondre, le mieux que nous pourrions. On vous remercie de fermer, votre micro et vos caméras quand vous ne prenez pas la parole, parce que sinon on entend des interférences et c'est pas très agréable. Et au moment où vous pourrez peut-être poser, à l'oral tout à l'heure des questions, vous pourrez remettre votre caméra, et votre micro. Et puis vous rappeler aussi qu'on enregistre, hein, cette conférence, qui du coup sera rediffusée en replay. Voilà. Merci à vous pour la suite. Thibaut, je te passe la Bien. parole. Merci Thalie pour cette introduction. Merci à toutes et tous d'être présents. Donc Thibaut Surini, je suis chargé de mission à l'interprofession FIBois Grand Est. Et voilà, on co-organise donc avec l'Eurométropole de Strasbourg et le pôle Fibre Énergie Vie ce troisième retour d'expérience, sachant que deux autres précédaient donc sur le projet Eco 2 à Strasbourg, donc une opération de promotion immobilière, donc ça c'était le 22 juin, et puis une rénovation énergétique d'une école, l'école Branly à Strasbourg, donc faite par Georges Fischer, architecte, donc nous a été présentée le 6 juillet dernier. Donc on reprend avec grand plaisir ce cycle de conférences, et vous pouvez déjà noter la date du 23 novembre, qui est un mardi également, où on va présenter l'écoquartier Amsterdam, qui est à Colmar et qui a été conçu par l'agence de Célestat. Voilà. Et puis nous sommes en train d'organiser donc des rencontres B2B en espérant voilà que le virus nous laissera enfin tranquille pour qu'on puisse se réunir dans des bonnes conditions, voilà, pour faciliter justement les mises en réseau et le retour d'expérience, voilà, entre tous. Donc aujourd'hui, on souhaitait et on a l'honneur d'accueillir. Hop, pardon.
Je jongle un peu entre les diaporamas, voilà. On a l'honneur donc d'accueillir Monsieur Vincent Chevalier, qui est directeur technique du Toit Vosgien, donc qui était maître d'ouvrage sur l'opération donc de rang l'étape, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, accompagné donc par l'architecte Antoine Pagnou de l'agence ASP Architecture et de Monsieur Vincent Pierret, donc du bureau d'études thermiques Terra Énergie. Voilà, donc on vous remercie sincèrement de votre présence. J'excuse aussi l'entreprise Certelet, donc qui est l'entreprise bois qui a travaillé sur le projet et qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Voilà, donc l'idée c'est de faire un petit focus sur l'opération avec un petit format table ronde si vous voulez. Je vais juste mettre le plan de situation de l'opération pour commencer. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat et puis on fera des points réguliers sur les questionnements que vous vous posez pour que nos intervenants puissent y répondre. Euh, je vais poser peut-être une première question très générale à Monsieur Chevalier qui, si vous voulez bien, nous décrire un petit peu le projet, nous parler un peu justement de la situation et voilà, peut-être quelques propos introductifs pour comprendre un petit peu le contexte en lien avec le projet de rang l'étape. Oui, tout à fait. Bonjour, donc Vincent Chevalier, je suis directeur technique au Toit Vosgien. Le Toit Vosgien est habitué des constructions bois et passives là, depuis presque 20 ans et décline maintenant depuis 2015-2016 un programme de rénovation thermique de son patrimoine pour le mener à une performance passive ou quasi passive. Et en utilisant au maximum tout ce qui est ressources en matériaux biosourcés. Donc cette opération de Raon-l'Étape, finalement, c'était la troisième opération que le Toit Vosgien ait menée après deux autres opérations faites à Fraise et à Plainfin. Donc cette troisième opération se situe à Raon-l'Étape, qui est une petite ville. Les bâtiments sont implantés dans un contexte de lotissement et de maisons individuelles. Donc, ce sont trois bâtiments qui totalisent 24 logements. Donc, en fait, on a quatre cages d'escalier de 6 logements chacun. Plus loin, on verra sûrement des photos. Ce sont des bâtiments de 3 niveaux. Donc, ce qu'on peut voir là sur le plan masse, c'est les trois bâtiments qui se trouvent au centre et qui permettent en fait d'intervenir sur toute la périphérie. On a cet avantage-là de pouvoir facilement installer des échafaudages et faire venir des engins de manutention, par exemple, sur toutes les faces de ce bâtiment-là. On verra par la suite que ça a une importance dans la méthodologie qui a été retenue spécifiquement pour cette opération. Donc, c'est des opérations qui sont menées en site occupé, qui durent environ 6 mois, dans lesquels il y a une cohabitation forte entre les entreprises et puis les habitants qui continuent d'habiter ces appartements-là. Plus loin, je pense que Antoine et Vincent détailleront la méthodologie qui est finalement assez peu intrusive dans les logements. Donc cette période-là permet aussi de travaux en site occupé, est nécessaire pour aussi expliquer aux locataires les différentes modifications qui vont avoir lieu et faire en sorte que ces modifications finalement sur leur système et sur l'isolation, ce que ça va changer pour eux et de quelle manière ils devront finalement vivre ces améliorations.
Alors le but principal, bien sûr, de ces opérations du toit vosgien, c'est de réduire les charges énergétiques des locataires. Donc, quitte à les réduire, autant les réduire de manière radicale en allant au maximum de ce qui est possible à la fois par euh, les, euh, les techniques actuelles et de manière à avoir euh, in fine une opération enfin une enveloppe notamment qui soit définitive et sur lesquelles le toit vosgien n'est plus à y revenir par la suite. Donc c'est des opérations globales de rénovation, au contraire d'opérations menées élément par élément. Donc ça, c'est la stratégie du toit vosgien d'intervenir sur ces immeubles de manière globale et définitive. Si je- Voilà tout ce que je peux dire déjà en introduction de cette opération. C'est déjà une très belle introduction, merci beaucoup. On peut peut-être demander à Monsieur Pierret, finalement, quel était le niveau énergétique qui était l'objectif. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être d'où on partait et où est-ce qu'on est arrivé en termes de performance? Oui, tout à fait. Donc, comme, monsieur Chevalier l'indiquait, on fait des rénovations, de l'ensemble du parc du toit vosgien. On a des bâtiments construits en général années 60-70, qui se ressemblent beaucoup, au moins en termes de typologie, c'est-à-dire des 6 logements, des 12 logements, avec 1 ou 2 cages, voire 3 cages d'escalier et qui sont des bâtiments qui aujourd'hui ne présentaient, pas ou peu d'isolants. En général, on tourne autour de 250 à 300 kWh par mètre carré en besoin chauffage et on a la particularité d'avoir de la production, donc du chauffage collectif et d'avoir de la production d'eau chaude sanitaire individuelle par, des ballons électriques, de 100 litres qui sont dans les appartements. Donc si on reprend en plus la consommation électrique, des ballons, on est plutôt à 300-350 kWh par mètre carré, de consommation aujourd'hui. Et l'autre caractéristique, du parc du toit vosgien, et ce qui va faire la différence aussi sur le niveau final de besoins énergétiques, c'est, si les menuiseries ont déjà été changées, dans les 10 dernières années ou si elles ne l'ont pas été. Donc là, on est sur une opération où les menuiseries avaient été changées. Donc on a des menuiseries double vitrage, qui ont été changées en lieu et place des menuiseries, bois simple vitrage qu'il y avait précédemment. Ce qui fait que l'opération de rénovation qu'on va réaliser, on n'atteint pas le niveau passif, mais on l'atteindra le jour où les menuiseries sont changées. Voilà, en gros, on va dire les grands enjeux qu'on retrouve un peu sur tout le parc et particulièrement sur cette opération-là. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que, Monsieur Chevalier, vous pouvez juste citer, parce que ce projet a fait l'objet de différents prix, notamment, ou s'il y a des labels obtenus, est-ce que vous pouvez juste en parler rapidement? Donc, il a reçu le prix Fibois Grand Est avec grand plaisir, un prix Envirobat et un prix Construction 21 au niveau français. Et donc, on attend les résultats de la compétition en Construction 21 au niveau européen maintenant. Très bien, merci. Et peut-être pour finir un peu sur ce côté un peu introductif, Antoine, Monsieur Pagnou, enfin, on se connaît un peu. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, peut-être préciser aussi en termes de durée et de planning, parce qu'on a parlé de 6 mois donc de réalisation de chantier. Est-ce que en termes de conception, voilà, le temps que ça prend finalement entre la première réflexion jusqu'à la livraison du projet, et voilà finalement le temps de travail sur une telle rénovation pour vos équipes. C'est effectivement à peu près le même temps que le temps de chantier, c'est-à-dire il y a ce qu'on a appris avec toutes les opérations de rénovation énergétique qu'on a pu faire, c'est que plus on faisait un diag abouti au départ,
plus on facilitait le chantier. Ça paraît évident de le dire, mais dans le diag abouti, c'est vraiment s'attacher à tous les paramètres qui peuvent être singuliers à l'opération. Autant on a des techniques qui peuvent être systématisées, autant on se rend compte que sur chaque site, il y a des particularités et que ces particularités, il faut bien les appréhender. Donc, on a à peu près 6 mois d'études, voilà, en amont pour pouvoir après lancer sereinement un chantier. Très bien. Et est-ce que tu peux préciser en termes de technique, est-ce qu'on restait dans des pratiques dites courantes ou est-ce qu'il y a eu besoin d'évaluation technique pour approuver les solutions proposées? Alors, non, effectivement, non, pas de solution particulière. On essaie de rester sur des techniques courantes, ce qui permet donc de laisser aussi la porte ouverte à toutes les entreprises locales, ce qui est une chose importante parce que d'une part, ça permet de faire vivre les tissus économiques locaux et ça permet aussi de garantir des prix de réalisation maîtrisés. C'est-à-dire que quand on est dans des techniques très particulières, on va se retrouver dans des niches avec peu de concurrence et l'objectif, c'est plutôt d'aller vers de la répétitivité, c'est-à-dire de pouvoir reproduire de la reproductibilité, même je dirais plutôt, de l'opération, que ce soit sur ce type d'opération ou sur même des maisons individuelles. Donc finalement, il y a un rôle sur des opérations comme ça qui est assez important de ne pas aller vers des techniques trop complexes et puis de donner envie de faire sur d'autres opérations. Donc, pas de technique particulière. La seule, ce qui est quand même important de noter, c'est que une des grandes particularités, c'est le site occupé, c'est d'être en site occupé. Et c'est vraiment, c'est pas une donnée qu'on se met à traiter quand on démarre le chantier, c'est une donnée qui est prise en compte dès le début de la conception, c'est-à-dire dès où on a commencé à imaginer à la fois le projet architectural, mais aussi et surtout le projet technique. C'est vraiment en diag qu'on anticipe cette contrainte-là. Avec pour nous, on va le dérouler après, mais un grand principe qui est de rentrer le moins possible dans les logements. C'est-à-dire d'avoir une intervention. Il y a finalement deux sphères. Il y a la sphère collective qui est l'immeuble, l'enveloppe globale de l'immeuble, les locaux communs, que ce soit les caves, locaux techniques, entrées et cage d'escalier. Et puis, il y a la sphère du privé dans laquelle les gens restent et doivent être le moins possible perturbés par les travaux. Et tout notre travail, c'est de le rentrer le moins possible dans la sphère privée pour à la fois que le chantier ait une durée maîtrisée et puis à la fois que les travaux soient acceptables et acceptés par les locataires. Mhm. Très bien, merci. Monsieur Chevalier, peut-être une idée du budget aussi que représentent ces travaux, s'il vous plaît? C'est de l'ordre de 5, là sur cette opération, probablement autour de 50 000 euros par logement. Les premières opérations qu'on a fait de cette génération-là, on s'était assez restreint en termes de budget. Depuis, on les a un peu augmentés pour intégrer, par exemple, la réfection de VRD ou parfois la création de balcons et même de plus en plus des interventions à l'intérieur de logements hors rénovation énergétique pour traiter des obsolescences, par exemple, sur les installations électriques. Donc, depuis, on a tendance à profiter de ces opérations pour investir un peu plus, notamment dans les logements et pour le confort. En plus en plus des travaux à viser de réduction de charges. Et ça, c'est des opérations qui sont actuellement dans le cadre du logement social, dans le cadre des taux d'intérêt qu'il y a actuellement. C'est des opérations qui sont relativement bien équilibrées, hein, qui ne nécessitent pas un apport de fonds propres de la part des bailleurs démesurés, quoi. Donc,
on est dans une période où ce type d'opération, on a une opportunité de les réaliser et il ne faut pas gâcher cette chance et cette période temporelle un peu spécifique peut-être pour mener ces opérations-là. Là, actuellement, je dirais les planètes sont alignées pour lancer ces opérations-là, même si c'est plus coûteux que ce que les bailleurs ont eu l'habitude de faire depuis une quarantaine d'années. On passe vraiment un gap en termes de coûts budgétaires, mais néanmoins, c'est le moment de les réaliser. Très bien. Je passe la parole à Ronan Bélier. Oui, il y a juste une demande de Madame Saladé dans le chat qui est de savoir en fait quel est le nombre d'étages en fait de ces bâtiments et de ce projet et donc éventuellement l'incidence en fait qu'a eu cette configuration sur le fait de pouvoir rester en technique courante. Hein, donc je ne sais pas si Monsieur Chevalier en fait Oui, peut-être vous souhaitez répondre sur le nombre d'étages qui a. oui, donc c'est 3 étages sur un sous-sol. Le sous-sol étant composé de différentes caves et de locaux communs qui restent circulables. Finalement, le volume isolé, c'est celui des 3 niveaux de logement. L'isolation en sous-face viendra en plafond de cave et au niveau de la toiture sur la partie plane sur les plafonds du dernier niveau. Ok, merci. Et Monsieur Pagnou, peut-être vous souhaitez réagir sur l'incidence en fait de cette typologie d'ouvrage sur le fait de rester en technique courante, a priori. Oui, je pense que c'est par rapport. Ouais. La question devait aussi se poser par rapport au classement des bâtiments. Donc là, on est effectivement sur du considéré comme R+3 maximum. Donc au niveau des familles par rapport à la réglementation incendie, on n'a pas de grosses contraintes, ce qui nous permet assez facilement d'utiliser des bardages bois, de l'isolant biosourcé. Voilà. Après, au niveau de la sécurité incendie, le toit vosgien, je parlais tout à l'heure de diagnostic. Le toit vosgien a pris attache sur chaque opération auprès comment dirais-je, d'un spécialiste de la réglementation incendie. On traite le désenfumage des cages d'escalier systématiquement, c'est-à-dire qu'on remet de façon logique les bâtiments en ordre d'affronter un sinistre éventuel. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose, après ces propos, on va dire, introductifs qui étaient déjà bien denses, peut-être de rentrer un peu plus dans le détail sur l'opération et on va commencer par la programmation. Monsieur Chevalier, est-ce que vous pouvez peut-être décrire un petit peu davantage la stratégie du toit vosgien et notamment vis-à-vis de la motivation que vous avez à utiliser du bois? Voilà, on a bien compris que c'était pas la seule opération que vous aviez sur ce profil. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer peut-être votre positionnement vis-à-vis du matériau? Ouais, donc c'est un choix stratégique du toit vosgien qui est issu finalement des opérations neuves qui depuis une vingtaine d'années sont réalisées en bois et les opérations neuves ont abandonné les murs béton il y a plus de 15 ans. Donc voilà, on a fait ce choix stratégique depuis longtemps maintenant de travailler avec le bois et parce qu'aussi ça permet euh, de faire travailler une filière locale qui est vraiment performante sur la construction bois, qui est une filière d'entreprise qui est riche, la filière aussi des bureaux d'études là qui est très compétente là dans ces matériaux-là. Donc on se voyait, je dirais, on se voyait pas d'abandonner ce choix-là stratégique pour en revenir à refaire beaucoup de choses en béton et puis faire aussi nos rénovations en polystyrène, quoi. Donc là, on est vraiment sur des choix
de matériaux biosourcés, je dirais par stratégie assez ancienne du toit vosgien. Maintenant, en plus d'y trouver sur les matériaux beaucoup d'avantages, sûrement que plus tard sera évoqué le confort d'été avec l'utilisation de la laine de bois, mais ça a vraiment beaucoup de sens maintenant, quoi. Mhm. Très bien, merci. Vous parliez des compétences associées. Comment finalement vous avez choisi vos équipes en termes de passation de marché, équipe de maîtrise d'œuvre et entreprise par la suite? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement comment se passe la procédure? Alors sur les choix de maîtrise d'œuvre, on a opéré il y a quelques années un marché à bon de commande dans lesquels on a finalement recruté plusieurs équipes de maîtrise d'œuvre compétentes dans ce domaine, dans le domaine à la fois des matériaux biosourcés et aussi sur leur capacité à mener des opérations en site occupé et aussi à connaître les contraintes, les contraintes et les solutions sur les bâtiments passifs. Donc, ces trois critères-là ont permis de recruter des équipes de maîtrise d'œuvre dans le cadre d'un marché à bon de commande. Et puis, donc maintenant, depuis régulièrement, sur la base de ce marché à bon de commande, on déclenche les missions vers les équipes de maîtrise d'œuvre. Et D'accord. donc ça, pour la maîtrise d'œuvre. Pour, pour les entreprises, ce sont des opérations en corps d'état séparés. Donc, il y a environ 12-13 corps d'état suivant les opérations, présence d'amiante, VRD, etc. Ce sont des consultations qui sont diffusées qui reçoivent une publicité, hein, qui sont diffusées dans la presse et qui sont ouvertes à toutes les entreprises qui veulent bien intervenir sur ce type d'opération. Très bien. Donc c'est vous qui coordonnez finalement l'ensemble des entreprises en corps d'état séparé qui interviendront sur le chantier avec votre maîtrise d'œuvre. C'est bien ça? Oui, c'est la Le maîtrise confiez. d'œuvre qui assure le pilotage, on y tient, des entreprises. Le toit vosgien est quand même très présent sur ces opérations, en étant présent à toutes les réunions de chantier, parce que le chargé d'opération, ou la chargée d'opération en l'occurrence maintenant du toit vosgien, a vraiment un rôle de communication, un rôle très fort de communication vers les différents locataires. Il y a, c'est ça, ces opérations impliquent quand même quelques changements sur les systèmes, sur la production d'eau chaude, présence de ventilation, etc. Et puis contraintes de chantier, nuisances. Donc on est vraiment à l'écoute avec une forte présence auprès des locataires à l'occasion et le rendez-vous hebdomadaire phare est celui du rendez-vous de chantier, quoi. Et pardon, pour revenir en arrière sur, une question que vous a posée Thibault, par rapport à la désignation de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc vous évoquiez un marché à bon de commande. Alors du coup, il est sur combien d'années? Et donc vous avez finalement plusieurs groupes d'architectes, bureaux d'études en parallèle qui travaillent sur vos différentes opérations, c'est bien ça? Ouais, donc on l'a lancé sur un certain nombre d'opérations, peut-être une vingtaine d'opérations, je ne me rappelle plus très bien. Donc ça va courir pendant plusieurs années. Et puis on a 4 équipes de maîtrise d'œuvre qui ont été désignées, qui sont dans finalement ce vivier dans lequel on peut ensuite lancer un OS pour lancer l'opération. Ce qui permet beaucoup de souplesse au moment de cette désignation et de choix temporels. On peut le désigner à tout moment, hein, bien sûr en accord avec les plans de charge des maîtrises d'œuvre. Hein.
Mais voilà, ça nous évite aussi de refaire des procédures longues, compliquées pour de nouveau redésigner des choses, des BET et puis archi. Et surtout, ça permet quand même un retour d'expérience. Les équipes de maîtrise d'œuvre gardent une habitude de travail sur ce type d'opération, donc un entraînement quelque part pour pouvoir continuer par la suite, quoi. Ça, c'est important pour l'efficacité de l'opération, l'efficacité du chantier, et ça au profit quand même des locataires, hein, parce que une opération qui viendrait à hésiter, qui serait pas incisive notamment dans la période de chantier, ça se décline sur la qualité de service qu'on propose nous à nos locataires. J'avais une question peut-être subsidiaire pour finir sur le sujet. Il y a peut-être des maîtres d'ouvrage qui nous écoutent, qui envisagent aussi peut-être des conceptions-réalisations avec l'intégration notamment des entreprises en amont du projet. Je pose la question à tous les intervenants. Finalement, est-ce que vous avez déjà réalisé ce genre d'opération et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en termes de procédure par rapport aux intérêts que ça peut représenter ou pas? Moi, je vais répondre là pour le toit vosgien directement. On n'a jamais réalisé d'opération comme ça. On cherche vraiment quand même à maîtriser avec la maîtrise d'œuvre la qualité et les choix de matériaux, les choix de conception qui ont été faits au début et pour les décliner, pour les appliquer pendant le chantier. Ce qu'on pourrait craindre d'opérations conception-réalisation ou entreprise générale, c'est quelque part la perte la perte d'informations au profit d'une équipe intégrée dans le cadre d'une opération. Je vois Energy Sprong qui résonne comme ça. Pour avoir échangé qui résonne en conception-réalisation, pour avoir échangé avec un maître d'ouvrage qui travaille comme ça, il y a vraiment à un moment une perte de décision qui peut exister et qui est préjudiciable à la qualité finale, vraiment. Ça joue sur des détails de choix de matériaux ou de détails constructifs, mais là, la réussite du projet, là, ça joue vraiment sur beaucoup de détails. Et ça, faut que ça reste maîtrisé par la maîtrise d'œuvre. Et puis, faut que le maître d'ouvrage mette les conditions à ce que ça reste maîtrisé par la maîtrise d'œuvre. Très bien, merci. Est-ce que les autres, Monsieur Pagnou, Pierret? Oui, on peut peut-être rajouter, ce qui est intéressant d'entendre dans le discours de Vincent Chevalier, c'est l'implication du maître d'ouvrage. Souvent, le recours à l'entreprise générale, ça permet d'un maître d'ouvrage qui peut être chargé en termes de quantité de travail ou en sous-effectif, ça pourrait être la tentation quelque part de déporter cette charge de travail. Et je pense que ça se paye un jour ou l'autre, c'est-à-dire que la qualité attendue n'est pas forcément là. Ça, c'est une première chose. La deuxième, pour essayer de défendre un peu les entreprises des filières émergentes, notamment dans du biosourcé et du bois, il y a très très peu d'entreprises en bois qui seraient capables de prendre des chantiers comme cela en entreprise générale. Donc ce serait déjà pas leur rendre service. Et puis, si on veut pouvoir avoir des entreprises les plus locales possibles, forcément, il faut laisser la porte ouverte. Et c'est des chantiers sur lesquels je pense que la rénovation énergétique est un enjeu très très fort pour les années à venir. Et je pense que le tissu d'entreprise a besoin à la fois de se former et a besoin aussi de pouvoir s'impliquer dans des projets de ce type-là. Très bien, merci.
Monsieur Pierret, je ne sais pas si vous Oui, avez... peut-être un petit Vas-y. complément. Tout ça, en plus de tout ça, il a été dit tout à l'heure qu'effectivement, là, on parle de rénovation passive en site occupé. Sur des bâtiments qui n'ont pas du tout été prévus pour ça. Et donc, la difficulté, c'est pas de décider de mettre 300 millimètres de laine de bois sur un pignon aveugle, parce que ça, c'est facile. C'est tous les problèmes, c'est les points singuliers. Donc, c'est tous les raccords bâtis qu'on peut imaginer qui sont problématiques, parce que contrairement à de la conception en neuf de bâtiments passifs, où on s'arrange pour ne pas faire apparaître de problème, hein, on fait une conception exempte de ponts thermiques et exempte de problèmes par la conception. Là, on les a tous. On les a tous et ils doivent tous être réglés. Ils doivent tous être réglés en conception et tous être réglés en réalisation. Donc, ça demande vraiment un travail qui est beaucoup plus grand qu'en neuf. Et ça demande aussi un travail de capitalisation de la problématique d'opération en opération. Et ça, c'est l'intérêt d'avoir une maîtrise d'œuvre qui, par le principe des équipes et des marchés à plus ou moins bon de commande, permet justement d'opération en opération, de progresser, d'intégrer des solutions, de tester des solutions. Alors, à l'échelle du projet, à chaque fois, les tests sont petits, hein, on ne remet pas en cause à chaque fois toutes les solutions, mais ça permet aussi de converger, d'avoir aujourd'hui un jeu de solutions en fonction des typologies de bâtiments que le toit vosgien a à disposition pour atteindre à chaque fois quasiment le même niveau de performance énergétique en prenant en compte les particularités des bâtiments et les particularités récurrentes. Et ça, c'est l'intérêt qu'on a en tant qu'équipe de maîtrise d'œuvre, et encore plus nous en tant que bureau d'études, parce qu'on travaille aussi avec plusieurs maîtrises d'œuvre. Donc on a vraiment tous les retours d'expérience et tous les retours de problèmes aussi qui permettent de les anticiper dans les différentes maîtrises d'œuvre. Donc ça, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, avec le recul, on s'en rend pas trop compte, parce qu'à chaque fois on améliore, on résout et on essaie de faire un peu différemment. Mais même après 20 opérations, on se rend compte qu'on progresse et qu'il y a encore des nouvelles idées qui arrivent, quoi. Mais des choses qu'on n'aurait pas pu voir sur les premières. Donc, imaginons des entreprises de conception-réalisation mises en concurrence qui ponctuellement vont faire une opération comme ça et n'ont pas de continuité dans la chose. Au-delà de tout ce qui a été dit qui posera problème, en plus, la capitalisation va pas forcément bien se faire, quoi. Très bien. Mais pardon, la capitalisation, du coup, elle se fait au niveau du maître d'ouvrage ou elle se fait au niveau de chacune de ces 4 équipes, du coup, qui a été désignée au sein de ce marché à bon de commande? Et du coup, je me posais cette question aussi est-ce que, du coup, ces 4 équipes, entre elles, communiquent? C'est-à-dire, justement, cette capitalisation, vous en faites bénéficier les uns les autres ou Oui. et alors, de quelle manière, en fait? Vous avez des fiches types? C'est oral? Enfin, vous avez des relevés? Par quel biais, en fait, vous capitalisez? Alors, je vais répondre, il faudra me compléter, hein. Déjà, nous, en tant que bureau, non, mais nous, en tant que bureau d'études, mécaniquement, on fait cette analyse-là quand on travaille avec les différentes maîtrises d'œuvre. Mais en plus, il y a des réunions collectives avec le toit vosgien et les idées circulent, quoi. On travaille tous sur les mêmes bâtiments enfin, du coup, c'est pas les mêmes, mais c'est le même objectif au même endroit, et en plus, on se connaît tous plus ou moins. Donc, c'est assez naturel. Mais maintenant, je pense qu'Antoine et Vincent peuvent compléter, quoi. Ouais, donc côté maître d'ouvrage aussi, on est présent bien sûr à toutes les réunions de chantier. Donc on fait aussi diffuser l'information, les petits points de détail, les difficultés, où on peut inciter un archi à appeler un autre pour voir comment faire. Et puis on a fait différentes réunions bon, qui ont été un peu stoppées par aussi le contexte Covid, où on préfère se voir en physique, et on va pouvoir en faire une d'ici la fin d'année, une, une journée où on se rencontre tous ensemble, et puis on balaye les différentes difficultés, améliorations, solutions qui ont pu être appliquées sur les derniers mois, de manière à ce que l'info se diffuse, quoi.
Est-ce que je vous propose d'avancer? Le temps passe vite et on a encore beaucoup de questions. Je vous remercie de l'intérêt déjà de vos réponses. Est-ce que au niveau de la maîtrise d'œuvre, vous pouvez décrire rapidement un peu les travaux qui ont été effectués? Alors, sans rentrer trop dans la technique, mais au moins pour qu'on ait une idée de ce qui a été effectué finalement sur l'opération. On peut peut-être avancer un peu les diapos, comme ça, là, on voit des images, voilà, de la réalisation. Donc, si on commence par le dessus, là, on remplace la couverture, c'est-à-dire pas la charpente, mais les tuiles. Les débords de toit aussi. Alors, ça a une incidence, les débords de toit, sur la possibilité ou pas de préfabrication. En l'occurrence, ici, sur cette opération, on a eu des murs qui ont été préfabriqués en atelier, comme des murs ossature bois, qui viennent sur la façade, se rapporter sur les façades existantes. Le fait de pouvoir glisser les murs, donc les débords de toit, c'est est-ce qu'on peut ou pas glisser les murs et avoir une continuité d'isolation entre le plafond du dernier niveau et nos murs extérieurs. Donc le remplacement des tuiles au niveau de la couverture, isolation 40 cm de cellulose à l'horizontale dans les combles, passage au niveau des façades de la VMC double flux, c'est-à-dire qu'on a des gaines de double flux, donc amenée d'air et extraction d'air qui passent sur la façade, et par au-dessus de ces gaines elles viennent s'intégrer dans l'isolant, donc dans nos 30 cm d'isolation en façade. On a les menuiseries extérieures dans ce cas-là qui ont été conservées puisqu'elles étaient plutôt récentes. Et à l'horizontale en dessous, c'est-à-dire au niveau du plafond des caves, puisque ce que vous voyez là, il y a un demi-sous-sol, enfin on a un demi-rez-de-chaussée surélevé. Et donc, on a tous les plafonds des caves qui sont isolés avec 20 cm de laine de laitier projetée sur le plafond pour avoir cette enveloppe complète. Et après, Vincent, tu peux peut-être expliquer les systèmes énergétiques. Oui, tout à fait. Donc, ouais, c'est peut-être voilà. ouais, peut-être le schéma d'abord, tu sais, le schéma qui était, voilà, schéma de principe, là. Donc première chose qui a été indiqué, installation de la ventilation double flux. Donc ça, c'est le cœur d'une rénovation passive. Pour anticiper une question, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? La double flux par rapport à la simple flux dans nos régions, c'est un gain de 25 kWh par mètre carré. Donc quand on vise à être en dessous de 25 kWh par mètre carré de besoin chauffage Enerfit ou moins de 15 kWh par mètre carré qui correspond au standard passif du bâtiment neuf, la double flux est totalement incontournable. Sans compter qu'elle protège aussi en été par pré-refroidissement de l'air et qu'elle permet une ventilation permanente avec un débit hygiénique correct. Ensuite, le premier besoin, en fait, c'est l'eau chaude, parce contrairement au bâtiment dans son état d'origine, on ne laisse pas les ballons individuels, donc la production devient collective. Donc on a repassé un bouclage d'eau chaude sanitaire le plus efficace possible dans chacun des bâtiments, avec un ballon d'eau chaude en rez-de-chaussée, en cave, pardon, enfin en local technique, en sous-sol, par bâtiment. Ensuite, ces ballons sont reliés à la chaufferie centralisée qui existait déjà, qui était une chaufferie fioul de mémoire, et qui a été remplacée par une chaufferie granulée qui a été rentrée au chausse-pied. Alors j'ai pas retrouvé de photo d'ensemble de la chaufferie parce que c'est tellement petit qu'on n'arrive jamais à avoir une photo d'ensemble, mais c'est très petit. Et on a rentré dedans une chaudière granulée de mémoire de 70 kilowatts et qui assure donc chauffage collectif et production en chaude sanitaire par train de chaleur. Très bien. Voilà, première approche. Merci. Est-ce que, Monsieur Chevalier, par rapport à tous ces travaux et donc au budget nécessaire, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du plan de financement? Comment vous avez financé ces travaux? Est-ce que vous avez des subventions? Voilà. Oui, donc c'est des opérations qui s'équilibrent, qui donnent lieu aussi à une hausse de loyer auprès des locataires.
en fait, la baisse des charges est compensée par, enfin, la hausse de loyer est largement compensée par la baisse des charges qui est encore plus importante que la hausse. Ça, c'est lié aussi spécifiquement à la politique de loyer du toit vosgien qui n'avait pas augmenté au plafond ses loyers des bâtiments des années 70. Donc on avait on a un gain d'augmentation de loyer là-dessus. Bon, ça reste très raisonnable, hein, même après augmentation de loyer, hein. Et puis on est dans les plafonds administrés logement HLM. Et donc, il y a des emprunts sur 25 ans avec deux formes d'emprunts, les prêts à l'amélioration et puis les éco-prêts. On a même actuellement des prêts à l'amélioration, sont des prêts on peut les contracter à taux fixe. Donc, c'est vraiment intéressant dans cette période où les taux sont très, très bas. Et puis, les éco-prêts sont aussi très intéressants parce que sont indexés sur le livret A, mais bonifiés par l'État, la Caisse des dépôts, avec des bonus qu'on déclenche, des bonus liés à l'utilisation des biosourcés et ou des bonus aussi liés à des opérations de désamiantage. Donc là, c'est un prêt vraiment, un dispositif de prêt très intéressant de la part de la Banque des Territoires, Caisse des dépôts. Et puis au-delà de ça, on a des subventions. Des subventions, en l'occurrence à Raon, il y a une subvention du FEDER. Donc le FEDER, c'est l'Europe. C'est administré par la région Grand Est, par des équipes basées au niveau de la région Grand Est. On a des C2E, de la revente de certificats d'économie d'énergie. Là aussi, actuellement, c'est des dispositifs qui deviennent de plus en plus intéressants, et notamment par les fiches rénovation globale, qui sont toutes nouvelles, bon, qu'on n'avait pas utilisées sur cette opération parce qu'elles n'existaient pas, mais enfin, l'actualité est vraiment intéressante à ce niveau-là. Et puis, on a, voilà, sur les subventions, on fait des dégrèvements de taxes foncières, mais là, ça, c'est vraiment propre au logement social. Mais on a cette capacité-là sur des rénaux énergétiques. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du panel. Actuellement, il y a des financements d'État avec le plan de relance. Il y a des financements aussi, des subventions Climaction, soit le dispositif logement social, soit le dispositif passif bâtiment exemplaire passif qu'on a utilisé sur d'autres opérations. Donc il y a tout un panel possible qui permet de bien financer ces opérations de réno. Très bien, merci. Je voulais savoir s'il y avait eu des discussions particulières avec les assureurs, voire éventuellement un bureau de contrôle vis-à-vis des techniques. Alors, on a vu qu'on était en technique courante, donc je ne suis pas certain, mais est-ce que, voilà, si vous pouvez juste parler rapidement. Ouais, alors dans ce cadre d'opération, on n'a pas recours à des bureaux de contrôle. On ne déclenche pas cette mission parce qu'on n'en est pas obligé. Voilà. Et on ne déclenche pas non plus d'assurance dommage ouvrage. D'accord. Et j'avais peut-être encore une question, alors là, plus sur l'origine de la ressource. Est-ce que c'était une volonté, alors je sais pas, enfin de l'un ou de l'autre, hein, je sais pas, d'intégrer des bois plutôt locaux, enfin de réfléchir à la provenance des matériaux utilisés? Est-ce que c'était aussi un objectif? Et au-delà de la ressource, bien sûr, de privilégier les entreprises locales. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. Ouais, je peux répondre là-dessus. Jusque-là, c'était assez compliqué de s'assurer que les bois ressources locales pouvaient être utilisés sur les opérations, même si on le voit finalement quand ça arrive sur place, mais on n'avait pas
on mettait pas de règles du jeu spécifiques pour l'utilisation de bois locaux. Là, on est en train de lancer une opération où où on le fait en faisant en sorte que ce soit le toit vosgien qui achète directement des bois locaux à la scierie et qui seront mis à disposition de l'entreprise qui fera le bardage. Mais à ce stade, oui, ça peut être assez compliqué d'utiliser les bois locaux et on n'a pas complètement encore trouvé la formule. Notamment vis-à-vis des marchés publics, hein, j'imagine. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. Très bien. En sachant hein, que c'est pas effectivement c'est pas mis dans les critères pour toutes les raisons qui ont été évoquées, mais souvent sur les opérations, alors peut-être pas sur celle-là parce qu'on va voir il y a de la préfabrication, mais on a quand même beaucoup de bois d'ossature dans les premières opérations qui étaient des bois locaux, hein, qui étaient parce que c'est des bois à faible je ne peux pas dire que nos bois locaux sont à faible valeur ajoutée, mais on leur demandait pas énormément de choses. Ils sont dans l'isolation, c'est des sections super courantes, donc il y avait ça. Et ensuite, toute les laines de bois aussi, surtout sur les opérations où on a des enduits, c'est des bois locaux, quoi. Mhm. C'est un peu comme avec les entreprises, c'est-à-dire qu'on fait en sorte, on peut pas, enfin, on peut pas, on n'a pas cherché à obliger, à imposer. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on s'oblige, nous, à faire en sorte que ça devienne possible, que ça soit possible, à laisser la porte ouverte. C'est-à-dire à ce que ce soit des entreprises locales et à ce que ce soit des bois locaux. Et après, on est moteur avec les entreprises pour trouver des solutions pour en mettre le plus possible. Très bien, merci. Je vous propose peut-être de passer à la phase un peu travaux et chantiers. Si vous pouvez peut-être nous parler un peu, alors on a un peu parlé en préambule, notamment de l'accès au chantier par les engins de levage, etc. Est-ce que vous pouvez juste nous parler un peu de la logistique et notamment sur l'aspect, bien sûr, comment on prend le site occupé en compte pour déranger le moins possible les usagers? Bon, alors je me lance. On avait la chance d'avoir un site qui était assez important, avec un tissu urbain plutôt étalé. Donc on n'a pas eu de gros problèmes sur cette opération-là pour avoir du stockage. Par contre, il y a une cohabitation hein, qui doit se faire, notamment avec la présence des échafaudages. Donc sur le protocole, voilà, on va peut-être d'ailleurs dérouler les travaux, comme ça ce sera plus clair Oui, ce qu'on va tout à expliquer. fait. Donc sur la photo de gauche, vous avez un des bâtiments existants avant travaux. Sur la photo de droite, vous avez une des premières interventions qui est faite, qui est de monter les échafaudages pour, vous le voyez, entre la façade et l'échafaudage, les gaines de VMC double flux qui passent à la verticale. Donc on échafaude l'intégralité des bâtiments pour passer par l'extérieur. Alors l'intervention au niveau de la VMC double flux, on va dire la connexion avec les logements, c'est simplement on perce depuis l'extérieur avec un repérage depuis l'intérieur des logements, mais c'est finalement la seule intrusion qu'on va avoir. Et ces percements-là sont très rapidement rebouchés à l'intérieur des appartements. C'est un petit trou qu'on rebouche, dans lequel il y aura des bouches de VMC. Alors, voilà, l'image suivante, pendant qu'on est en train comment dirais-je, de préparer nos façades, on a la préparation des murs qui intègrent, vous le voyez, la petite encoche, sont des murs ossature qui vont intégrer le passage soit des modénatures de façades existantes, soit de la VMC, de la VMC double flux, donc qui est préparée. Et puis sur la photo de droite, vous avez les murs ossature bois, comme dans une construction ossature bois, qui sont amenés sur site et qui vont être mis entre l'échafaudage, qui vont être glissés entre l'échafaudage et la façade. Alors, sur l'image suivante, voilà, vous avez donc les façades qui sont en train d'être constituées. Donc une fois qu'on a ces murs préfabriqués qui sont donc fait pour être aux dimensions parfaites du bâtiment, on va venir faire tous les habillages, c'est-à-dire les contre-latages, enfin les latages, les contre-latages et puis les bardages
Sur la droite, la photo de droite, vous avez bardage tuiles, terre cuite ou bardage bois suivant les expositions. Alors, voilà. Et là, vous avez le passage, donc, enfin, Vincent, je te laisse peut-être commenter ça. Oui, Passage donc d'électricité. le fond du problème, c'est les passages de ventilation, parce que là, contrairement au chauffage, où finalement on fait très peu de modifications, la distribution d'eau chaude sanitaire, on remonte des petites colonnes à l'intérieur, en lieu et place des ballons d'eau chaude, ce qui est finalement pas très compliqué. Là, la ventilation, bah, c'est le gros morceau. Donc comme on le voit là sur la photo en haut à gauche, c'est l'installation d'une centrale plafonnière dans les sous-sols, donc donc on voit la machine et ensuite on a les réseaux de départ et de retour et qui ensuite passent sous l'isolant, donc pour ne pas avoir de déperdition sur l'air qui a été récupéré ou préchauffé. Et une partie de la distribution passe en façade, comme on le voit sur la photo de droite, où on colle la gaine contre le mur d'origine, et de manière à ce que devant au plus faible, on ait quasiment 200 mm d'isolant. Donc ça nécessite aussi d'avoir des réseaux de ventilation parfaitement maîtrisés en termes d'étanchéité à l'air, que ce soit le percement des façades ou les raccords entre gaines. C'est pour ça que systématiquement, on réalise des tests d'étanchéité à l'air des réseaux après la réalisation des réseaux et avant la pose des isolants, et pour demander systématiquement à être en classe B. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'au début, il y avait quelques surprises. Rarement dans les murs en vertical, plutôt dans les grandes traînasses horizontales en sous-sol. Mais aujourd'hui, on est quasiment systématiquement classe B, voire classe C sur les réseaux de ventilation. Donc, ce qui montre que nos entreprises ont bien intégré cette contrainte. Et la dernière photo en bas à gauche, oui, bon, on en verra d'autres après. Donc la petite bouche que vous voyez blanche carrée, ça c'est une bouche de reprise qui a été installée dans une salle de bain. Donc quand c'est fini, voilà comment on le voit à l'intérieur. Et on peut passer donc la diapo suivante. Et voilà, sur la diapo suivante, à gauche, on a la fameuse distribution d'eau chaude sanitaire qui est réinstallée en lieu et place du ballon. On voit que les finitions n'ont pas encore été réalisées. On voit bien qu'il y avait un ballon électrique accroché au mur, là, où on voit encore les fixations. Donc on remplace ça par une distribution d'eau chaude sanitaire qui va être isolée classe 6, donc parfaitement, isolée au mieux de ce qu'on fait exactement comme du neuf. Et ensuite, donc en haut à droite, on voit une bouche c'est une bouche de reprise qui a été installée en réutilisant une gaine de ventilation haute de cuisine. Et donc, pour remettre à la bonne taille, on utilise une plaque PVC dans laquelle on remet la bouche et on réutilise ce percement pour pas avoir besoin de repercer dans un linteau. Donc ça, c'est aussi une des astuces, ou en tout cas une des mises en œuvre qui a été trouvée sur la réalisation de toutes ces rénovations. Et ensuite, en bas, ça c'est un détail intéressant parce que sur cette opération, on était en préfabrication. Donc préfabrication de tout l'enveloppe extérieure, sauf des gaines de ventilation, parce que techniquement, ça semblait impossible d'avoir une étanchéité à l'air et des raccords sur des éléments qui auraient été séparés. Et donc l'astuce a été de garder dans les caissons préfabriqués un espace vide pour le passage de la ventilation qui était réalisé in situ. Et ensuite, tout le comblement au plus proche du conduit a été réalisé après la pose des murs préfabriqués. Voilà. Merci. Juste une question sur l'aspect préfabrication. En termes de timing, à quel moment est-ce qu'il faut envoyer les plans à l'entreprise pour qu'on soit sûr pour prendre en compte le temps de fabrication finalement et être sûr qu'on aura les éléments livrés au bon moment? Ça représente combien de temps à peu près de fabrication? Est-ce que vous avez une idée? Alors, l'entreprise n'est pas là malheureusement, mais Donc, c'est pas forcément très très long, mais les plans, ce qui est important, c'est que l'entreprise les ait au moment de la consultation. C'est-à-dire qu'il y ait un dossier suffisamment précis et étayé pour qu'elle ait pu anticiper tout ce qu'il va avoir à faire.
tout ce qu'il va y avoir à faire. C'est-à-dire que finalement, la mise au point avec les entreprises, c'est de la mise au point contextuelle, mais on ne remet pas en question l'intégralité de la conception à ce stade-là. Après, en préfabrication, c'est pas forcément très très long, puisque au contraire, on va avoir des conditions de travail qui sont relativement idéales, puisque à l'abri des intempéries. J'aurais tendance à dire que évidemment, il faut que ça rentre dans une charge de travail au niveau de l'entreprise et que c'est sa charge de travail qu'elle va avoir à gérer. Mais si on parlait que de la préfabrication sur ces 3 bâtiments-là, des murs ossature bois, il n'y a pas un mois de travail. Très Hein, bien. mais il y a évidemment de sa part aussi à l'entreprise une conception qui doit être faite en atelier. Et le mois de préparation ou les 2 mois de préparation, suivant les cas qu'on va pouvoir laisser à l'entreprise, fonctionne très bien, quoi. Dans un délai de 6 mois, un chantier comme celui-là, c'est confortable, quoi. Très bien. Et juste sur la protection aux intempéries, c'est aussi valable pendant le stockage, j'imagine. Est-ce qu'il y a des protections particulières ou est-ce que le degré de préfabrication permet de toute façon de livrer des murs qui sont protégés On a des murs qui sont protégés par la fibre de bois qui fait parapluie. Très bien. OK. On en arrive peut-être à la dernière phase du projet, donc après la livraison. Monsieur Chevalier, est-ce que vous avez des retours peut-être des usagers peut-être déjà savoir comment ils ont vécu le chantier, si vous avez des retours là-dessus, et puis comment ils se sentent à l'intérieur des bâtiments ainsi rénovés. Donc le chantier, oui, c'est une phase quand même difficile, hein. C'est beaucoup de nuisances qui sont subies par les locataires, une nuisance sonore, parfois de la poussière. Donc c'est pas une phase des plus faciles. Pour autant, ils comprennent assez vite que c'est vraiment pour la bonne cause, ça améliore vraiment le confort, et ça ils le ressentent finalement assez rapidement. On a des petites astuces, par exemple, on change les porte-palières à l'occasion de ce type d'opération. Et ça, on le fait en tout début d'opération, de manière à rapidement amener des éléments de confort supplémentaires. Et dès la première couche d'isolant qui peut être mise en œuvre, voilà, il y a un ressenti qui est tout de suite, apprécié par les locataires. Alors, le système énergétique avec l'installation d'une ventilation double flux et parfois un peu aussi, c'est un changement et tout changement est compliqué à vivre. Donc ça, c'est une phase un peu délicate, hein, donc on les accompagne beaucoup à ce moment-là pour leur démontrer l'intérêt. Alors, le bâtiment étant passif ou quasi passif, le besoin de chauffage devient très faible. Pour autant, on ne remplace pas tous les réseaux de radiateurs. Les radiateurs sont aussi volumineux qu'avant, alors qu'il n'y avait pas d'isolant. Donc, l'eau chaude qui circule dans les radiateurs, elle est plus chaude, hein, elle est froide la majorité du temps, et puis au mieux, elle est tiède. Donc là-dessus, on a vraiment un besoin d'expliquer ça aux locataires. Euh, à chaque opération, ils nous appellent pour nous dire que le système ne marche pas. Ben oui, il ne marche pas parce que j'ai pas, mon radiateur est froid. Donc on leur explique, on se rend sur place pour mesurer la température avec eux, puis leur montrer qu'il faut plus se repérer sur la chaleur du radiateur, mais la chaleur dans l'appartement. Donc ça nécessite un accompagnement qui est réalisé par notre chargé d'opération. On rediffuse des messages aussi pendant la réception. Pendant toute l'opération, on diffuse aussi une gazette mensuelle pour expliquer comment se passe l'opération, faire un lien entre les locataires et les différentes entreprises qui interviennent. Donc, une petite gazette où on explique finalement beaucoup de choses. On a beaucoup de contenu à expliquer pendant les diffusions de ces petits documents.
Donc il y a vraiment beaucoup d'explications à donner pour réussir le coup. Et puis après, on a amélioré quelques éléments de confort progressivement au fur et à mesure des opérations pour mieux faire en sorte que le double flux soit accepté, aussi on a mieux travaillé sur les bouclages d'eau chaude pour avoir de l'eau chaude plus rapidement au point de puisage. Voilà, des éléments qui permettent d'améliorer le ressenti. In fine, ben, les gens, ça métamorphose leur ressenti dans l'appartement. Et la surprise un peu qu'on a eue, nous, en tant que maître d'ouvrage, c'est que on s'était focalisé sur les charges, sur l'hiver, etc. Mais aussi en été, les gens nous ont même appelés et communiqué pour nous dire que le confort d'été était formidable quand il y a eu des périodes de canicule, quoi. Et ça, c'est grâce à l'isolation biosourcée. Et en complément de ces Et éléments à double flux d'interrogation sur aussi. les performances thermiques et le confort du bâtiment, est-ce qu'il y a eu des interrogations à proprement parler liées aux matériaux en amont de la phase de réalisation? Je veux dire, au moment où vous avez présenté le projet aux usagers, est-ce que le fait que ce soit du bois, voilà, a porté certaines remarques ou certaines interrogations de la part des usagers et des habitants? Ouais, pas beaucoup en fait, mais je pense qu'on est une région où les habitants sont en phase avec le bois. Enfin, c'est peut-être un sentiment que j'ai, mais c'est peut-être vrai. Euh, donc non, non, c'est accepté directement. Puis après, bon, on se rend compte que les locataires, entre groupes, hein, parlent entre eux. Des locataires qui ont vécu l'opération, ils parlent à des gens de la famille ou des gens qui connaissent qui vont bénéficier d'une opération de réno. Donc il y a de la communication entre eux. Il n'y a pas eu beaucoup de questions ou de craintes liées à la présence, ou de craintes liées à la présence de bois. Même pas beaucoup, il n'y en a pas eu du tout, quoi. Euh, Ils savent Ok. que... On peut presque dire que c'est l'inverse, hein, pendant le chantier. Le fait d'avoir de la sciure en pied de bâtiment, parce que les locataires passent le long du chantier et voient du bois, il y a un vrai effet plutôt rassurant, quoi, par rapport à des chantiers plus classiques. On reste en filière sèche aussi. Voilà, je pense que les biosourcés bah, sont source d'un peu de tranquillité parce que ça rassure aussi le locataire. Et est-ce que le fait que ce soit un matériau bois, éventuellement dans la question de pouvoir préfabriquer un certain nombre de choses, en fait, ou de pré-usiner, a eu des impacts justement pour réduire en fait les nuisances propres au chantier ou le temps de chantier? Alors, le problème qu'on va avoir pour répondre, c'est réduire par rapport à quoi? Je vois pas comment on aurait. Enfin, on a même pas envisagé de le faire autrement, les opérations. Donc, est-ce que est-ce qu'on réduirait le temps par rapport à du polystyrène? Réponse non, je pense pas. Je vois pas de raison. Non, je suis pas sûr que le temps soit enfin, le gain de temps ou l'absence de gain de temps soit une donnée très importante dans ce cas-là. Non, sachant qu'en plus, on voit les façades, mais ce qui finalement est long, c'est toutes les interventions liées au fluide, où avant même qu'on commence à faire les façades, on est déjà en train de faire des trous dans les murs pour passer les gaines de ventilation. Et une fois que les façades sont faites, il y a de multiples interventions intérieures pour aller enlever les ballons d'eau chaude, passer les bouclages. Voilà, il y a beaucoup de. Disons que la partie proprement dite de faire le mur, elle est spectaculaire, mais c'est pas forcément la plus longue, ni le chemin critique du chantier, quoi. Hmm. Ok. Ouais. Très bien. Faut quand même préciser que cette opération-là, qui a été menée en préfabrication, des murs à ossature bois faits en usine, c'est la seule parmi les 9 opérations livrées qui a été réalisée comme ça. Le, le- la technique courante, c'est de mettre en œuvre in situ les isolants depuis l'échafaudage. Là, c'était une variante qui avait été proposée par l'entreprise et puis la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, on avait vraiment soutenu cette idée-là, mais elle est très spécifique à l'opération de Raon, hein.
toutes les autres opérations ont été menées avec une réalisation, une pose d'isolant faite depuis les échafaudages. On n'a pas vu, en clair, hein, par rapport aux autres opérations, on n'a pas vu d'amélioration significative ou de différence significative par rapport au fait que ce soit préfabriqué. Le montage in situ, finalement, est à peine plus long, surtout quand on cumule en fait le temps, ce qu'expliquait Vincent Piret tout à l'heure, le temps de toutes les autres petites interventions connexes, finalement. Mhm. Merci. Ronan, je te passe peut-être la parole pour les questions des auditeurs. Oui, très rapidement. Donc, il y avait quelques interrogations. On l'a déjà en partie évoqué, mais sur la démarche participative éventuellement mise en place en fait avec les habitants. Donc là, je pense que c'est plutôt sur les phases amont du projet, hein, à savoir est-ce que, compte tenu du fait qu'on était sur un projet en site occupé, en fait, avec donc toute une palette de travaux à réaliser avec des personnes sur place, et puis avec cette question en fait sur l'intégration du matériau bois, mais qui est finalement dans une continuité en fait à la fois pour le maître d'ouvrage et pour les équipes. Il y avait quand même une question dans le chat qui était de savoir voilà, est-ce qu'il y a eu une démarche participative mise en place avec les habitants. Je ne sais pas si Madame Saladé, vous souhaitez éventuellement compléter et préciser votre question auprès de l'équipe. Donc, je vais répondre, c'est pas participatif, hein, par contre, on a une concertation à mener auprès des locataires, donc une explication, une information qui est faite à l'occasion d'une réunion publique où on expose l'ensemble du projet, ses contraintes, ses bénéfices, pour que le projet soit le plus facilement accepté au moment du chantier. Mais effectivement, c'est pas participatif au sens qu'on offre un choix de solutions ou un panel de travaux qui peut être choisi par les locataires. C'est pas le cas. Par contre, il y a une écoute dans la phase de diagnostic, y compris pendant la réunion de concertation, pour régler un certain nombre de détails qui peuvent encore être réglés avant le lancement complet de l'opération. On est vraiment attentif à ces remontées-là. Il y en a toujours. Ça, dès qu'on peut les prendre en compte, on le fait. Ok. Et il y avait ensuite quelques questions techniques à proprement parler. Donc, il y en a une qui était de savoir en fait sur le système mis en œuvre. Est-ce qu'on était sur des ossatures en fait COB avec matrier massif ou sur du bois massif abouté? Il y en a une deuxième qui est de savoir en fait comment ont été mis en place les panneaux de murs derrière l'échafaudage et sous l'avancée du toit. Et puis une dernière qui concerne plutôt les performances, à savoir les résultats des tests d'étanchéité à l'air et les consommations mesurées en fait après travaux entre la partie chauffage et la partie ECS. Donc globalement le bénéfice en fait sur la partie chauffage et sur la partie ECS. Donc voilà, je ne sais pas qui souhaite répondre peut-être là-dessus, peut-être Terranergy et ASP peut-être. Alors, la première question, c'était que ça concernait Alors, le bois abouté. Voilà, la première concerne ossature des COB avec matrier massif ou bois massif abouté. Alors, il me semble que, je ne vois pas dire de bêtises, mais il me semble que sur cette opération, ça a été du massif abouté, compte tenu des longueurs. Et de la machine de taille aussi, je crois. Ouais. Et donc, sur votre deuxième question, qui était comment est-ce qu'on a passé en fait les murs ossature bois entre l'échafaudage et le mur par rapport aux avancées de toit. En fait, on avait des débords de toit qui étaient beaucoup plus courts, que de toute façon il fallait dans ce cas-là reprendre, puisque l'épaisseur d'isolant allait au-delà des débords de toit. Donc, c'est pour ça que contextuellement, on pouvait faire de la préfabrication. On a eu d'autres cas où il y avait des débords de toit préexistants qui étaient suffisants, donc qu'on s'est pas amusé à scier et qui, de fait, contraignaient à ne pas pouvoir faire de préfabrication, ou en tout cas à ne pas pouvoir faire de préfabrication et d'avoir un échafaudage simultanément pour pouvoir mettre en place ces éléments-là.
Et la troisième question, je pense qu'elle est pour Vincent. Oui. Donc, en termes de... Alors, c'est pour cette opération-là, mais c'est à peu près... C'est générique pour toutes les opérations du toit vosgien. On avait fait un suivi après les 3 premières années. Enfin, on a fait un suivi tout le temps, mais je me rappelle quand on a fait le bilan au bout de 3 ans. On tourne, suivant les opérations, qui sont en bois, hein, qui sont en combustible biomasse, parce qu'après, on a introduit des pompes à chaleur, et là-dessus, ça fonctionne un peu différemment. Mais pour ce qui était du combustible biomasse, on est en général entre 50 et 60 kWh par mètre carré de consommation, qui se répartissent en gros 20-25 de chauffage et une trentaine sur l'eau chaude sanitaire. Ok. Et peut-être juste curiosité, mais il y a eu, comme on est en fait sur un bâtiment existant, sur lequel il y a eu une démarche en fait effectivement de préfabrication des façades, il y a eu une numérisation du bâtiment en fait pour pouvoir faciliter ce travail, ou c'était pas un enjeu à proprement parler Il n'y a pas eu de numérisation du bâtiment de la part de la maîtrise d'œuvre. Par contre, l'entreprise, Certelet en l'occurrence, s'est essayé, c'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés, comment dirais-je, d'un opérateur parce qu'ils souhaitaient en faire l'acquisition en fait d'un scanner de bâtiment. Et je ne sais pas si ça a donné suite. Je sais pas si, je sais qu'ils ont numérisé le bâtiment pour pouvoir faire leurs travaux, mais je ne sais pas s'ils ont investi après dans le système. Ok. Et peut-être juste une... Donc là, bon, on est plutôt sur des questions techniques, mais on reviendra après sur la partie organisationnelle et méthodo du projet. Peut-être juste deux questions avant qu'on enchaîne sur la suite pour rester dans un timing qui est raisonnable pour tout le monde. Il y avait une question qui était de savoir si vous avez déjà estimé en fait les bénéfices du futur remplacement des fenêtres et prévu le mode d'intégration des menuiseries en fait donc sur des travaux de rénovation éventuels à venir. Et puis une question à proprement parler sur les vitesses d'air dans les gaines de ventilation, donc à savoir à combien au maximum les vitesses d'air dans les gaines de ventilation et au passage des logements ont été limitées en façade pour éviter en fait hors tout risque acoustique, en tout cas peut-être améliorer l'acoustique du projet. Donc Alors, deux questions, une sur le remplacement des menuiseries, l'anticipation des remplacements, et l'autre sur les vitesses de ventilation dans les gaines. Donc c'est assez facile parce que pour les deux réponses, oui, ça a été anticipé. Et si vous regardez dans le détail, il y a la mise en œuvre de la zinguerie, elle est en 2 parties, dont une partie correspond en fait à l'emplacement de la future menuiserie. Et le gain estimé est aussi calculé parce que forcément, quand on a à remplacer les menuiseries, on les remplace et on les place en applique extérieure, non pas en applique intérieure comme elles sont actuellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des ébrasements qui sont très pénalisants. Grosso modo, quelle que soit l'opération, on retrouve à peu près les mêmes chiffres. Le remplacement futur des menuiseries fera gagner 10 kWh par mètre carré, en sachant qu'aujourd'hui, on est autour de 25. Donc on passe à 15 mécaniquement. Et ça se répartit très simplement en 5 kWh par mètre carré de passer d'un double vitrage à un triple vitrage performant, et 5 kWh par mètre carré à avoir la menuiserie qui est au bon endroit. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, et tous les choix ont été faits en connaissance de cause du matériel déjà installé et investi et en bon état, que le changement de la menuiserie, c'est pas, qui interviendra un jour. Aujourd'hui, c'est presque une amélioration de plus d'un tiers des besoins de chauffage du bâtiment. Donc c'est pas neutre, quoi. Mais j'insiste, 5 kWh par mètre carré de performance menuiserie, 5 kWh par mètre carré de positionnement en applique extérieure, c'est-à-dire à l'axe de l'isolant, quoi. Voilà. Ok. Et pour les vitesses d'air, alors c'est relativement simple. Au niveau acoustique, sauf il y a eu des phénomènes un peu ésotériques de résonance dans les gaines de ventilation qui étaient peut-être plus liés à des problèmes de centrale que de réseau sur cette opération-là à un moment. Et sinon, on a des vitesses d'air qui sont inférieures à 2 mètres par seconde. Largement, hein, je regardais mon tableau, on est plutôt dimensionné autour de 1,8 maximum. Et ensuite, comme on travaille par l'extérieur et qu'on est en contact avec des matériaux relativement massifs, on a peu de problèmes de bruit rayonné. Après, c'est plus le fait que
mécaniquement, on souffle toujours à température légèrement inférieure à la température intérieure, et que quand on met la main à proximité d'une bouche, qu'on sent un souffle d'air, et qu'on n'a jamais eu de ventilation avant, eh ben, on a l'impression qu'on souffle froid. En fait, on souffle tout court. Parce qu'avant, personne s'amusait à mettre la main au-dessus des coffres de volets roulants pour se rendre compte que l'air qui rentrait à température extérieure. Donc c'est plutôt ça je dirais dans l'appropriation de la double flux en hiver qui a posé question en disant oh là là, ça souffle froid quoi. Même si la différence de température n'est que de 2 degrés, avec une légère vitesse, on a toujours l'impression que c'est plus froid. Ok, ben merci à tous les trois, vraiment pour voilà, à la fois de vous être prêtés à cet exercice en fait, et puis pour le temps de réponse sur les questions. Peut-être pour s'approcher de la conclusion, ce que l'on vous propose en fait pour terminer cet échange, et donc à tour de rôle en fait, si vous le voulez bien, de reprendre en fait de manière très synthétique. À la fois pour vous, en fait, les 3 éléments principaux en fait, qui ont bien fonctionné dans cette opération et finalement les leviers qui ont permis que ça fonctionne. Hein. Et puis à l'inverse, en fait, peut-être 3, alors bon, bien évidemment le chiffre on ne va pas s'arrêter à ça, mais en tout cas d'essayer de retenir quelques éléments de frein ou les principales difficultés en fait à proprement parler que vous avez rencontrées dans cette opération. En lien ou non avec l'utilisation du matériau bois, mais bon, quand même, l'enjeu, effectivement, est de pouvoir faire le lien avec cette partie-là. Hein, donc, je ne sais pas, peut-être si Monsieur Chevalier, Vincent Chevalier, si vous souhaitez démarrer, puis voilà, chacun peut intervenir ensuite à tour de rôle. Oui, donc une attention vraiment particulière à l'appropriation du projet par les locataires. Hein. Ça, c'est hyper important. On y travaille, on se pose toujours plein de questions sur la manière de faire, sur comment accompagner les locataires sans que ce soit non plus excessif, hein, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment un sujet de ces opérations de réno qui détermine la réussite des premières années, enfin de la mise en exploitation de ces opérations. Notamment, on a une attention particulière à porter sur la mise en service de nos systèmes eau chaude, VMC, pour que dès le départ, ce soit opérationnel comme il faut, sans faire subir aux locataires des phases de réglage qui soient longues et qui les découragent et qui finalement décrédibilisent le projet, quoi. Donc ça, c'est hyper important de réussir cette phase-là. Autre point, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais bon, on souhaite vraiment que ce type d'opération soit imité par d'autres maîtres d'ouvrage. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais là, les conditions économiques sont vraiment idéales pour pouvoir se lancer. La compétence existe maintenant je pense en tout cas autour de Saint-Dié, et elle est capable de s'exporter dans d'autres territoires. Donc, je peux qu'encourager les maîtres d'ouvrage, notamment ceux de Strasbourg, de le faire et qu'ils n'hésitent pas à contacter l'ensemble des parties prenantes des équipes pour s'ils veulent des détails supplémentaires. Ok, ben merci beaucoup Vincent. Est-ce qu'il y a un autre élément ou est-ce que éventuellement peut-être Antoine, vous souhaitez prendre le relais? Un élément donc sur un problème qui peut être récurrent et qui a été évoqué sur le management de l'opération, c'est le locataire compliqué. Parce que de toute façon, sur des ensembles comme ça, on va toujours tomber sur un ou des locataires compliqués en gestion parce qu'ils ont d'autres soucis de vie, et le fait d'amener des solutions où on intervient très très peu dans les logements, ça permet de se prémunir de ça. Ça c'est très important. Même si la grande majorité des locataires sont des gens très très bien, très accueillants, qui sont très contents d'avoir un chantier, il suffit d'un appartement dans un immeuble pour bloquer le chantier.
Et puis, il y a un autre point qui est important sur le côté positif, c'est le changement d'image, c'est-à-dire la rénovation énergétique, elle est très importante, mais il faut qu'elle soit accompagnée par un vrai changement d'image au niveau architectural, au niveau urbain même, des projets. Donc, avoir des réponses contextuelles et aussi qualitatives en termes d'image, c'est très, très important. Les gens vont associer ce qu'ils ne voient pas, c'est-à-dire le ressenti, à une image. L'amélioration dont parlait Vincent des portes d'entrée de chaque logement, donc acoustique, mais aussi l'amélioration globalement de l'image du bâtiment et de son intégration dans son site. Ok, bah effectivement, et pour le coup, je pense que, enfin voilà, en tout cas à titre personnel, on voit bien qu'entre l'avant et l'après, pour le coup, l'intégration dans le paysage paraît nettement plus positive, et je rejoins ça. Peut-être juste avant de passer la parole à Vincent, en fait, Pierret, pour son retour également, je pense qu'il y a un élément qui est intéressant qui a été cité, mais c'est que finalement, en fait, on sait faire des choses aujourd'hui, en fait, sur des projets de rénovation en technique courante et dans une configuration, en fait, finalement, au niveau bureau de contrôle et dommage ouvrage, bah, qui permet déjà de faire en fait des opérations qui sont intéressantes et qui permettent de traiter du bâtiment passif en intégrant du matériau bois. Donc voilà, c'est aussi important de le signifier. Peut-être Vincent, si pour Oui, conclure sur ce bilan. ben, il y a le bilan propre à l'opération, mais finalement, ce que moi je vois un peu avec le recul là maintenant, on a fait des centaines de logements comme ça, pour le toit vosgien. Même si l'aspect extérieur diffère, légèrement entre chaque opération, et c'est ce qui est très intéressant, c'est le reflet aussi des différentes maîtrises d'œuvre et des différentes solutions. C'est vraiment la rénovation passive en site occupé de l'ensemble d'un parc, d'un bailleur qui aujourd'hui, montre que, c'est vraiment la voie qu'il faut suivre. Je veux dire, continuer à faire des rénovations à 100 kWh par mètre carré, quand on vient de 200 en besoin de chauffage, ça a pas de sens. Ça a pas de sens, ça coûte à peine moins cher que ce qui est fait là, et il va falloir recommencer dans 10 ans. Voilà, là, c'est ma minute, négawatt, hein, mais il faut arrêter de tuer le gisement, quoi. Il faut, ce qui est montré là, c'est que à défaut d'être facile, c'est tout à fait réalisable, c'est maîtrisable économiquement, techniquement, reproductible, parce que là, on le reproduit d'opération en opération depuis 96, et c'est pas du tout une architecture ni stéréotypée. Par contre, le résultat, lui, la performance, elle est stéréotypée, c'est-à-dire qu'on obtient à chaque fois ces rénovations Enerfit, et quand on change les menuiseries, des rénovations passives. On a eu deux opérations, hein, faites juste après, dont une à Gérardmer. Gérardmer, donc on est déjà quand même assez haut en altitude. On était à moins de 15 kWh par mètre carré de besoin de chauffage. La seule chose qui nous empêchait la labellisation passive, c'est qu'on n'a pas atteint les 0,6 N50, on est à 0,7, quelque chose comme ça. Et c'est la limite, en fait, peut-être de ces opérations-là, c'est qu'on est sur des matériaux tous poreux. C'est tous des agglos creux, tous des planchers ourdis, et des plafonds en solivette bois, qui portent du plâtre. Donc c'est quand même des matériaux pas simples pour l'étanchéité à l'air, mais à cette limite-là près, on peut généraliser aujourd'hui la rénovation passive. Voilà. Je pense que c'est ça que je retiens. Et Oui, après, les difficultés, elles sont propres à chaque bâtiment. C'est des petites difficultés qu'on essaie de résoudre à chaque fois, on les a déjà évoquées. Je veux dire, si on s'arrêtait aux difficultés, on ne ferait pas grand-chose. Voilà. Vincent Chevalier, vous souhaitiez. Je voudrais revenir sur finalement le point positif et archi positif qui surgit vraiment en ce moment, c'est d'arriver à faire échapper à nos locataires les variations des énergies fossiles. Là, 24 logements en moins dépendant du fuel, enfin c'est vraiment super. En ce moment, on en ressent tous les bénéfices. Finalement, on ne va pas avoir d'appels de locataires sur des difficultés de finir un budget, et qui peuvent finalement nous appeler pour demander des plans d'appurement, etc. Donc, ce type d'opération avec des charges très très faibles, bah, c'est franchement là l'aboutissement. Et je peux vous dire que en ce moment où on regarde le prix des énergies, du gaz, etc., bah, on est bien content, vraiment bien content d'avoir déjà fait plusieurs centaines de logements rénovés comme ça. C'est hyper appréciable pour un maître d'ouvrage en ce moment, je vous le garantis.
Ouais, effectivement. En tout cas, merci beaucoup encore à tous les trois et félicitations pour ce projet et la continuité aussi dans laquelle il s'inscrit. Voilà. Pour rester peut-être juste dans le timing à quelques minutes près qu'on s'était donné, donc on vous rappelle juste là, n'oubliez pas la prochaine date, donc qui sera le mardi 23 novembre sur l'écoquartier Amsterdam, en fait, de 11h à 12h30. Et puis je ne sais pas si programme en Thibaut... logement social, c'est peut-être important de le dire. Oui, c'est de la tout à construction fait. neuve de logements sociaux. Voilà. Tout à fait, effectivement, oui, comme Thalie vient de le dire, donc il y a un programme de construction neuve en logement social, donc à Colmar. N'hésitez pas, je ne sais pas si Thalie et Thibaut, vous souhaitez rajouter un mot avant qu'on remercie en fait tout le monde et qu'on souhaite bon appétit à tout le monde. Oui, moi j'avoue que j'ai été très intéressée par ce groupement de commandes que vous évoquiez, puisque on est là aussi pour regarder les méthodologies en fait que les uns et les autres emploient. Et du coup, je pense que je reprendrai contact avec vous, Monsieur Chevalier, aussi pour qu'on puisse transférer finalement vos méthodes à des bailleurs qui sont sur notre territoire pour le leur suggérer tout simplement et voir par rapport à ça comment est-ce qu'on peut encore améliorer même ce que vous avez déjà fait. Si vous aviez des éléments à nous dire par rapport à ça, ça serait très très intéressant. Et un grand merci pour tous ces détails, tous les trois que vous avez pu nous fournir, voilà, sur la transparence totale de tout ce que vous avez pu nous dire. Un grand merci. Et puis, vous savez, chez nous, c'est un grand enjeu, la question de la rénovation, puisque notre plan climat nous demande de rénover par an 8000 logements au niveau BBC. Voilà, donc ça nous paraît un peu l'Everest. Donc c'est vrai que quand on vous écoute, ça a l'air d'être finalement pas si compliqué. Mais bon, voilà. Forcément, on peut tirer des enseignements aussi de ce que vous avez fait. Un grand merci à vous, à tous les trois. Bon, je m'associe rapidement aux remerciements, voilà, aux intervenants pour leur disponibilité en amont aussi, et puis bien sûr pour leur présence aujourd'hui. Voilà. Et merci à tous les participants d'avoir été là. Merci beaucoup à tous, encore une fois, aux intervenants, à l'équipe organisatrice et aux participants. Et puis, très bon appétit et bonne fin de journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.